Bienvenue dans l'Écho des lois, l'émission qui revient sur les grands textes législatifs et vous emmène sur le terrain pour voir comment ils s'appliquent. AOP, AOC, IGP ou encore Label Rouge, vous demandez peut-être pourquoi il y a autant d'appellations d'origine et comment vous y retrouvez. Eh bien tout part d'une loi en 1935, une bonne idée pour garantir la qualité d'un produit et son origine, mieux les commercialiser et surtout rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, les appellations se sont multipliées et les scandales alimentaires aussi. Alors peut-on vraiment protéger une origine et un savoir-faire à l'heure de la mondialisation? Est-ce que cela a du sens d'étendre ce principe à d'autres produits non alimentaires? Et puis ces appellations profitent-elles davantage aux producteurs qu'aux consommateurs? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de l'Écho des lois. Châteauneuf-du-Pape, dans les années 20, le baron Leroy de Boiseau-Marié veut défendre les petits vignerons. La filière viticole est en pleine crise, menacée par la surproduction et par les contrefaçons. Pour protéger les viticulteurs, le baron définit des critères précis sur la qualité du vin de la région. C'est l'ancêtre de l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. En 1935, le sénateur Joseph Capu élargit ce principe à toute la France. Cet ancien ministre de l'Agriculture met en place un décret-loi sur les appellations d'origine. Réservées exclusivement au secteur viticole, elles sont certifiées par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. En 1955, les fromages obtiennent à leur tour leur AOC, suivront de nombreux produits agroalimentaires avec la création de nouveaux labels qualité. À partir du 1er décembre prochain, ces jambons seront livrés à la consommation porteurs d'un label rouge. Dans les années 90, c'est l'Europe entière qui s'inspire du modèle français avec l'AOP, l'appellation d'origine protégée. En plus du label rouge 100% français, d'autres cycles sont reconnus. L'IGP, l'indication géographique protégée, la STG, la spécialité traditionnelle garantie ou encore le label bio. Tous ces sigles sont aujourd'hui contrôlés et réglementés. Les fraudeurs encourent de fortes amendes et risquent jusqu'à 2 ans de prison. Si la loi garantit les conditions de fabrication, elle protège en même temps l'origine d'un produit, le terroir. Pour le consommateur, rien de plus simple que de savoir lire une étiquette, mais cela n'empêche pas les fraudes, car certains producteurs jouent avec les limites de la loi. Opération vacances à Aix-en-Provence. Avant chaque été, l'État multiplie les contrôles alimentaires dans les zones touristiques. Avec son appareil photo, Marc ressemble à un vacancier. C'est pourtant un agent de la répression des fraudes. Sa spécialité, l'huile d'olive. Bon voilà, on a quelques huiles d'olive qui sont présentées avec le panneau Provence dessus. Les appellations et les labels n'ont aucun secret pour lui. A priori, c'est simple, il suffit juste de vérifier l'étiquette. On vient juste faire un petit contrôle rapide sur la présentation de vos produits. Donc ça... C'est pas une AOC puisqu'il n'y a pas marqué l'appellation. D'accord. Par contre, l'origine, vous connaissez l'origine de l'huile? L'Espagne, hein. C'est l'Espagne, d'accord. C'est ça, nous, aux gens, on leur dit. Hein. D'accord. Pas de problème. Hein. Pas de problème, pas si sûr pour Christian de la Fidole. Il représente les producteurs d'huile d'olive. Il ne peut rien dire, mais ce qui l'agace, c'est ce panneau Provence et toutes les huiles côte à côte. On a l'adresse du conditionneur avec donc l'adresse qui est France, qui est quand même indiquée de façon conséquente. Alors que l'origine de l'huile d'olive, elle est en beaucoup plus petit caractère. Assemblage d'huile d'olive communautaire et non communautaire. Autrement dit, de l'huile d'olive espagnole, avec un coût de revient 3 fois moins cher, c'est aujourd'hui plus de 60% du marché. Direction le centre-ville pour de nouveaux contrôles. Marc Louvel, service de la répression des fraudes. Le consommateur moyen, il voit plantes et parfums de Provence, et il se dit ah ben voilà, je vais prendre ce produit qui est local. Alors que si on regarde plus attentivement l'étiquetage, on voit que au moins l'huile d'olive est d'origine espagnole. Il est conditionné en France, mais le fait de conditionner un produit
ne suffit pas forcément à l'estampiller Made in France. Pour Marc, seule une appellation contrôlée garantit l'origine. Alors ici, c'est annoncé comme AOP, donc appellation d'origine protégée. Surtout, ne pas se fier ni au packaging, ni à la devanture. Vous annoncez boutique en Provence. Attention à ne pas présenter ces produits comme produits régionaux. On ne peut pas le dire, c'est écrit dessus, communauté européenne. Ouais, d'accord. Ils ont des yeux, ils ont des lunettes, ils le voient, hein, on peut pas mentir. Rien n'est illégal, ce sera un simple rappel à l'ordre. Tout se joue aux frontières de la loi. Lorsqu'il constate des infractions, Christian n'est pas habilité à donner des amendes. Son seul pouvoir, transmettre un dossier à la répression des fraudes. Autre boutique et nouveau casse-tête. Cette fois, l'huile d'olive est bien française. Les deux bouteilles sont identiques, mais avec une appellation différente. Est-ce que c'est le même produit ou c'est deux produits différents, AOC ou AOP? Donc AOP, c'est par rapport aux olives en fait. L'explication du vendeur commence bien, mais devient vite assez confuse. Qui sont différentes. AOP, si je ne me trompe pas, AOP c'est les olives qui sont de Nyons et AOC c'est les olives qui viennent du département. D'accord, donc, enfin, non, vous vous trompez un peu. Enfin, le produit c'est le même. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que maintenant toutes les AOC deviennent des AOP. C'est vrai que vous, en tant que revendeur, vous avez aussi ce discours, ce renseignement à apporter aux consommateurs. En fait, les emballages ne sont pas tous à jour, et à tort, les consommateurs et bien souvent les commerçants gardent encore en tête l'appellation d'origine contrôlée. Pour contrôler la fabrication et obtenir une appellation d'origine contrôlée ou un label de qualité, tous les producteurs acceptent des contraintes supplémentaires. L'appellation poulet de Bresse garantit aux consommateurs une qualité supérieure du produit et sa traçabilité. Téligny dans la Sarthe, à côté du Mans. Le poulet de Loué est une institution, presque un modèle. Son cahier des charges a largement inspiré le label rouge, créé en 1960. Aujourd'hui, c'est le roi des poulets labellisés, avec plus de 25% de part de marché. Christophe est agent certificateur indépendant. Sa mission, garantir pour l'INAO l'origine du produit, sa qualité et surtout contrôler la conformité des exploitations. Bonjour Monsieur Pipro, ça va? Oui. Je viens voir vos poulets blancs, avec le cahier des charges 1266. Depuis 8 ans, Grégory élève des poulets de Loué label rouge. C'est son 25e contrôle. Cette certification lui coûte 1 700 € par an et les contrôles sont permanents. On n'appelle pas les éleveurs avant de venir chez eux. On va créer sur place les conditions d'un contrôle sans l'éleveur. C'est-à-dire le sas d'exploitation n'est pas fermé à clé, les bâtiments ne sont pas fermés à clé, sauf s'il y a un problème, je sais où est la clé. Première étape pour Christophe, la vérification du parcours, autrement dit l'endroit où vivent les poulets. Alors au niveau du parcours, donc, on vérifie l'aspect enherbement et puis l'aspect plantation avec un nombre minimum. Là on est largement au-dessus parce qu'on a affaire à un verger. Et par rapport à l'appellation liberté, on a aussi cet aspect absence de clôture sur au moins 50% du périmètre du parcours. Avant son rapport, Christophe doit encore vérifier la propreté, l'alimentation, bref, le cahier des charges label rouge. Donc on a une litière de qualité qui est bien propre, bien souple, les abreuvoirs et puis la chaîne d'alimentation. Il y a une majorité de maïs et de blé de céréales. Que ce soit pour le label rouge ou pour l'IGP, les certifications sont à la charge des producteurs. Ce sont les éleveurs qui décident d'eux-mêmes de se plier à ces contraintes. Oh bah c'est un jeu qu'on a accepté dès le départ. Hein. On suit exactement ce qu'il y a à faire. Et même pour nous, en tant qu'éleveurs, c'est agréable de faire du label rouge. Les volailles vont dehors, on a quand même des beaux parcours. Avec 3 vérifications par an, les fraudes sur cette appellation sont quasi impossibles et les sanctions plutôt rares, moins de 1% des contrôles. Mais le respect du cahier des charges ne suffit pas. Si le label rouge n'a pas
d'apport gustatif, de qualité gustative supplémentaire par rapport à un produit standard. C'est ce qu'on appelle les tests organoleptiques. Le label rouge perdrait son agrément. Pour le moment, c'est un sans faute pour Grégory. Si vous êtes d'accord avec ce constat, d'écrire votre nom, une petite signature. Le label rouge et l'IGP sont validés pour ces 4400 volailles. La taille maximale autorisée est de 13 200 poulets. Merci. Merci bien. Le prochain contrôle de certification sera renouvelé dans 3 mois. Au siège du syndicat des producteurs de Loé, la communication est bien réglée. Leurs arguments clés, la transparence et la traçabilité pour lutter contre les scandales alimentaires comme celui de Spanghero et les lasagnes à la viande de cheval. Ce qui me fait très peur, c'est j'ai l'impression que ça ne va pas se faire, que cette crise-là n'aura servi à rien, c'est qu'il aurait fallu profiter de cette opération-là pour exiger que toutes les productions élaborées, les jambons de volaille, les plats élaborés à partir de viande, etc., donnent obligatoirement, pas de manière volontaire, obligatoirement les origines des ingrédients quand il s'agit des productions animales sur l'emballage. Même si c'est écrit en tout petit comme sur nos boîtes d'œufs, à un moment donné, donc ça donnerait aux consommateurs vigilants de quoi observer d'où proviennent les différentes productions. Si les poulets de Loé jouent les chevaliers blancs, c'est parce qu'ils sont déjà prêts à étendre la traçabilité aux plats industriels. Mais cela coûte environ 2 fois plus cher et les consommateurs ne sont pas toujours prêts à en payer le prix. Les étiquettes et le cahier des charges sont une chose, mais le contenu réel des produits en est une autre. Pour aller plus loin, direction la Moselle, voici le CETAM, un laboratoire d'analyse indépendant avec une seule spécialité, le miel. Voici Paul Schweitzer, le directeur du centre technique depuis sa création il y a plus de 30 ans. Ici, peu importe les sigles et les labels, Paul analyse chaque année avec son stagiaire plus de 3500 miels. Bon, tu vas en prendre les 16 premiers, par ordre de numéro, et puis on va dessus, donc tu vas préparer les lamelles pour extraire le pollen, comme d'habitude. Cette année, d'après ces résultats, 10% des miels vendus dans la grande distribution sont frauduleux. Quand on prend un miel, premier prix de la grande distribution, et qu'on regarde bien l'étiquette, qu'est-ce que je lis ici? Miel de fleurs, mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Bon, si j'interprète le texte, ça veut dire que le miel, il est produit dans le monde. On s'en serait douté, puisque le miel, je vois mal comment il pourrait venir de la planète Mars. Donc, en fait, c'est une astuce. C'est une astuce parce qu'il suffit de mélanger 2 miels avec des origines différentes pour pouvoir mettre l'appellation là. Si j'achète un miel de Chine et que je ne le mélange pas à un autre miel, je serai obligé de mettre origine miel de Chine. Curieusement, cette appellation-là, on ne la voit jamais. Pourtant, avec 300 000 tonnes produites par an, la Chine est le premier producteur de miel dans le monde. Du coup, Paul préfère rester prudent. Pas question pour lui de se fier simplement aux étiquettes ou aux labels. Ça, c'est un pot de miel, il est étiqueté miel des Pyrénées. Sur l'étiquetage, derrière, c'est marqué origine, mélange de miel originaire de la CE, France et Espagne. Et c'est là qu'il y a un premier problème. Parce que la loi montagne est applicable en France, mais il n'y a pas de loi montagne en Espagne. Par ailleurs, l'analyse pollinique de ce miel-là montre essentiellement des pollens espagnols. Donc ici, c'est la salle de palynologie. C'est ici qu'on va étudier la composition pollinique des miels pour rechercher l'origine géographique et botanique. Et en fait, là, je découvre même quelque chose que je n'avais pas vu lors d'une précédente étude. C'est la présence de ce pollen-là. C'est encore plus grave que ce qu'on pouvait penser. Parce que ça, c'est un pollen d'une espèce qu'on trouve qu'au Brésil. Identifier les fraudes et faire respecter la loi sur les appellations d'origine et les labels en Europe reste complexe mais possible. À l'international et surtout en Chine, c'est bien plus difficile. Face aux fraudes, l'INAO n'a pas le choix. C'est son service juridique qui tente de faire respecter la loi. Voici Véronique Fuchs, la responsable de ce service. Parmi ses trophées, le combat contre le parfum champagne d'Yves Saint-Laurent, le Bourgogne d'Argentine ou encore le cognac du Chili. Mais les champions, toutes catégories, restent les Chinois, avec par exemple cette bouteille de Romanée Conti. Le produit s'affiche comme étant un produit de France. Il est marqué en dessous appellation Coteaux du Languedoc. Et puis il y a aussi l'utilisation du logo de Lafite Rothschild, qui est donc une célèbre maison bordelaise. Alors avec la Chine, on a des échanges très nombreux en termes de coopération. On a commencé par protéger 10 appellations chinoises en Europe sur des produits qui sont des produits phares pour eux.
du thé, de l'ail ou de l'alcool. Et puis nous, on fait protéger nos produits. Donc là, ils ont très récemment protégé l'appellation Champagne. Cela reste marginal. Après les sacs et les parfums, le vin français est la nouvelle victime de la contrefaçon en Chine. L'autre dossier prioritaire de Véronique, c'est bien sûr Internet. Pour 200 000 $, il sera bientôt possible d'acquérir les extensions .20 ou .wine en anglais. Il y a des gens qui veulent racheter ces noms et après on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Donc demain, vous pourriez avoir du champagne.wine commercialisant du vin mousseux russe ou du vin mousseux d'un autre pays et qui utiliserait la réputation de Champagne. Une mission juridique quasi impossible, Internet reste pour le moment une zone de non-droit. C'est dans les vignes que sont nées les premières appellations d'origine contrôlée. Le Bordeaux, le Bourgogne ou encore le vin de Cassis, l'AOC garantit à la fois un terroir et un savoir-faire. Mais avec plus de 400 vignobles reconnus AOC en France, il est parfois difficile de s'y retrouver. Bienvenue à Saint-Émilion, une des appellations mythiques du terroir bordelais. Un vin connu et reconnu dans le monde entier, rien qu'ici, plusieurs centaines de vignerons se partagent cette AOC. Pour les consommateurs, difficile de se fier uniquement à l'appellation. En plus du Saint-Émilion classique, il y a aussi les grands crus et les grands crus classés. Derrière ces vignes, le château Croque-Michotte. Ce matin, Pierre-Carl fait un tour du propriétaire avec un client. Donc là, on est en grand cru classé. Non, on était en grand cru classé, on s'est fait débarquer en 96. Le conseil des vins de l'AOC, qui valide le classement, lui reproche entre autres d'avoir un sol trop humide. Vous avez Pétrus qui est là, vous avez Michel Roland avec le Bon Pasteur qui est ici, vous avez Grand Corbin d'Espagne, Corbin Michotte, Jean Fort, La Dominique, Cheval Blanc. Et comme ça, juste à un autre endroit, on aurait toute l'eau de la région, on n'aurait plus qu'à faire des rizières. Études scientifiques à l'appui, Pierre-Carl et 2 autres vignerons ont porté plainte contre X. Tous contestent l'opacité du cahier des charges et soupçonnent plusieurs conflits d'intérêts. Et l'impact sur le business est immédiat. On s'est fait quand même distancer, le déclassement a plombé nos prix. On a besoin de la mention Saint-Émilion, de l'AOC Saint-Émilion Grand Cru pour vendre, mais si on est classé, c'est un plus qui parle aux consommateurs. Je vérifie que la hauteur soit bien la même sur l'étiquette et la contre-étiquette. Voilà. Cette AOC reste un cas à part dans le Bordelais. Contrairement au Médoc et son classement presque inchangé depuis 1855, celui de Saint-Émilion est remis en cause tous les 10 ans. En 2006, ce classement a déjà été annulé. La dégustation à l'aveugle a été contestée par Pierre. Les grands crus déjà classés avaient été goûtés à part. Le classement de 2012 risque lui aussi d'être annulé. Il y a aussi une possibilité, c'est que le Conseil des vins demande à l'INAO de corriger les erreurs, de voir tout ce qui ne va pas au point de vue scientifique, et puis soit conscient des erreurs de droit, et puis nous fasse retourner dans notre place, à notre place dans le classement, comme on l'était depuis 1955. Le terroir n'est pas parti de dessous nos pieds. Seule la mention Grand Cru classé a disparu, une double peine pour Pierre, plus que jamais confronté à la jungle du marketing. Décryptage en caméra cachée dans une grande surface. Ce n'est pas du tout la même gamme, mais les faux repères et les médailles en toc pullulent. Un petit macaron comme ça, ça a l'air d'être une médaille, mais c'est pas une médaille. La numérotation, ça fait toujours croire que c'est un produit de luxe en quantité limitée. En réalité, le plus souvent, c'est des grosses quantités. D'ailleurs là, on voit bien 281 598. Pour le consommateur, l'AOC et désormais l'IGP pour les 20 pays indiquent réellement un terroir. Mais pour le choix final, peu importe les médailles et les classements, cela reste une affaire de goût et bien sûr de budget. Si
le label ou les appellations d'origine n'empêchent ni les fraudes ni les astuces du marketing, cela reste une protection obligatoire dans un marché mondialisé où les concurrents ne sont pas forcément américains ou asiatiques, mais tout simplement européens. C'est la couleur déjà, hein, la couleur qui correspond. Ça ressemble à une fête pour Halloween. Chacun a apporté sa tenue orange, mais pas une seule s'y trouve ici. La star, c'est l'échalote. Et puis une fois le chapeau, on comprend mieux. On a les petites racines de l'échalote. Ou les feuilles sèches. Pour Jackie et toute la confrérie, la fête d'aujourd'hui a un goût particulier. La médaille, et ce qui est surtout important, c'est la médaille. L'échalote d'Anjou vient tout juste d'obtenir une IGP, une indication géographique protégée. Cela signifie que leur produit provient bien de leur territoire. C'est un grand jour. Hein. Dans ce village près d'Angers, l'inauguration d'une échalote géante, mais aussi une nouvelle occasion pour Jackie de faire passer le message sur l'IGP auprès des représentants officiels. C'est la première IGP obtenue pour une production végétale du département. Une grande victoire pour tous, les producteurs, leurs collaborateurs et tous les amis de l'échalote. Nous sommes les confrères de l'échalote d'Anjou. À tous ceux qui copièrent notre échalote, à tous ceux qui copièrent sans justifier son coût, L'IGP est une première victoire importante pour Jackie, car elle garantit le produit, mais la guerre est loin d'être terminée. Certains voisins européens utilisent le mot échalote de manière inappropriée. Et pour ces producteurs, communiquer sur cette reconnaissance est devenu vital. Merci Jackie. Merci encore. Hein. Merci. À bientôt. Non. Jackie, l'expert technique de l'échalote, retrouve Maurice sur son exploitation. J'ai récupéré quelques échalotes de contrefaçon. Alors voilà, le produit... Leur ennemi commun, ou plutôt leur concurrent, est hollandais. En apparence, les deux produits sont identiques, mais pour Jackie, ce sont deux variétés différentes. L'échalote traditionnelle, c'est un produit qui a été planté, c'est un bulbe qui a été planté, qui a donné une touffe, qui s'est divisée en 5 à 10 bulbes. Par contre, dans le cas d'une échalote de semis, on sait qu'il ne s'agit pas de vraies échalotes. Ce sont des produits qui sont plus proches de l'oignon, et on peut le prouver aussi en regardant à l'intérieur. Ici, on a bien une structure concentrique avec très peu de bourgeons à l'intérieur. Si on regarde une échalote traditionnelle, à l'intérieur, il y a un cloisonnement important avec de très nombreux points végétatifs. Actuellement, il y a tromperie envers le consommateur. Non seulement c'est quelque chose qui reste de fiche en l'air, la filière d'échalotes traditionnelles, donc de vraies échalotes, au détriment du consommateur qui, lui, dans quelques années, risque de ne plus manger que des produits comme ça, qui ne sont pas identiques au niveau gustatif. L'échalote traditionnelle est plus sucrée et Jackie ne veut pas que les consommateurs oublient cette saveur. Pour le moment, la fausse échalote hollandaise ne représente que 10% du marché français. Cultivée selon un procédé industriel, elle nécessite très peu de main-d'œuvre. Son coût de revient, lui, est 7 fois moins cher. Le savon de Marseille, les couteaux de l'Aïol ou encore la porcelaine de Limoges sont souvent copiés bien loin de leur zone d'origine de production. Alors les fabricants traditionnels ont longtemps réclamé une appellation d'origine pour se protéger des contrefaçons. Marseille, son nouveau musée, ses touristes et bien sûr son célèbre savon. Voici le fer à cheval, une savonnerie traditionnelle. Bernard, le patron, est un des derniers puristes. Depuis 1856, son savon est fabriqué dans ses cuves sans aucun colorant ni produit chimique additionnel. Voilà, vous voyez, voilà le principe, on le retravaille après. Là, vous avez une savonnette pure 100% olive. Ça ne s'est jamais arrêté, hein. Il y a toujours des producteurs régionaux qui travaillent de manière traditionnelle et artisanale dans des installations telles que celle-ci. Au siècle dernier, il y avait encore plus d'une centaine de savonniers dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4.
Si rien n'est fait, malgré le regain d'intérêt et l'amour qu'a le consommateur de ce produit-là, malheureusement, les difficultés économiques sont là et qui sont terribles pour nous, à terme. Pour survivre face à la concurrence, les savonniers traditionnels se sont déjà regroupés. Ils ont créé un logo, mis en place une charte, mais tout cela reste du marketing, rien n'est officiel. Direction le Vieux-Port, passage obligé pour les touristes. Jaune, vert, bleu, ici les savons sont de toutes les couleurs, à tous les parfums, mais pas du tout traditionnels. Sur ce présentoir, tout ou presque s'appelle Savon de Marseille. Alors pour Bernard, il y a tromperie. Toute la partie des consommateurs qui veut avoir un vrai savon de Marseille, aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de faire la distinction, si ce n'est en allant chercher la liste des ingrédients, mais il faut être un chimiste averti pour savoir déchiffrer ce qu'il y a dessus. Restent les conseils de la commerçante, plutôt volontaire. Je vends toute la gamme, mais j'informe. Et ça me demande beaucoup d'énergie. J'essaie de le faire dans les seules langues que je connais à peu près, c'est-à-dire l'anglais et l'italien, et en français. Je fais de mon mieux. Mais ça ne suffit pas. Un logo officiel permettrait à Bernard de se démarquer et de sauver peut-être sa fabrique traditionnelle. La notion d'IGP pour nous est primordiale parce qu'elle permettra à terme aux consommateurs d'avoir ici un produit IGP, donc avec des vertus dont il sera sûr, et à côté de ça, un produit qui s'appellera peut-être savon de Marseille, parce qu'on n'a pas la prétention d'interdire à tout ce qui peut s'appeler savon de Marseille, parce que malheureusement c'est un combat perdu d'avance, mais au moins le consommateur saura faire la différence entre ce que j'appelle un vrai et un faux. Comme les couteaux de l'Aïol ou la porcelaine de Limoges, le savon de Marseille revendique l'appartenance à un territoire. Mais cette IGP ressemblera plutôt à une marque ou à un brevet. Elles seront gérées directement par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Les appellations d'origine garantissent la qualité d'un produit. Mais pour qu'elles restent crédibles, l'État doit mettre en place des sanctions plus lourdes et surtout prévoir suffisamment d'inspecteurs sur le terrain pour multiplier les contrôles et éviter les abus. Côté consommateur, il faut toujours plus de communication et de pédagogie pour qu'ils s'y retrouvent enfin entre toutes ces appellations. Voilà, ce numéro de l'Écho des lois touche à sa fin. Bonne suite des programmes et à bientôt sur la chaîne parlementaire.